Il est un peu passé minuit, dans la nuit du 30 et 1 mai 1942, sur l'aérodrome de Gilserijen, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Le personnel au sol de la Luftwaffe est en train d'effectuer la maintenance de routine de ses chasseurs de nuit Bf-110, quand il entend le grondement puissant de plusieurs moteurs. Ils sont habitués au bruit de leurs propres avions, mais cette fois, quelque chose sonne différemment. Le ton, le rythme, même la direction du vacarme indiquent qu'il s'agit de quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan de vol de cette nuit-là. Soudain, 5 bombardiers légers, Douglas Havoc Mark, un des escadrons 23 et 418 de la Royal Air Force, apparaissent en rase-motte au-dessus de la piste, prenant tout le monde par surprise. Ces Havoc Mark Prune larguent des bombes de 4000 livres sur la piste et plusieurs bâtiments, puis virent brusquement vers le nord. Ils volent si bas que certains mécaniciens jurent avoir vu la silhouette des pilotes se découper sur la lueur des flammes d'échappement. L'artillerie anti-aérienne de la Luftwaffe tente de les abattre, mais les bombardiers parviennent à s'échapper sans être touchés. Les bombes lourdes ont causé des dégâts sur la base, mais la piste reste opérationnelle. On donne alors l'ordre au Bf-110 encore intact de décoller immédiatement pour poursuivre les Havoc, qui filent à toute vitesse vers la Manche. À ce moment-là, l'Allemagne est à l'apogée de son expansion territoriale. Elle contrôle pratiquement toute l'Europe occidentale et une grande partie de l'Afrique du Nord grâce à Rommel, et occupe aussi de vastes zones de l'Union soviétique depuis l'invasion de 1941. Mais l'avance en URSS s'est arrêtée. L'attaque contre Moscou a échoué durant l'hiver 1941 à 1942 et l'armée allemande a subi des pertes énormes. Après des années de victoire, la population ressent encore une impression de force, mais la lassitude d'une guerre qui s'éternise se fait déjà sentir, tout comme l'inquiétude face au front russe et aux premiers bombardements sérieux sur les villes allemandes. Cette nuit-là, les équipages allemands montent à bord en toute hâte. Moteurs poussés au maximum, feu éteint, ils décollent presque à l'aveugle au milieu de la fumée et de la poussière soulevée par les explosions. Très vite, toutefois, ces chasseurs de nuit reçoivent un nouvel ordre. Ils doivent faire face à une menace bien plus grande. L'attaque des Havoc sur Gilserijen n'est qu'une des nombreuses missions de diversion prévues pour cette nuit. Et tandis que les Allemands concentrent leur attention sur ces petits coups isolés, un coup bien plus puissant approche depuis l'ouest. Derrière eux arrive la plus grande force de bombardiers jamais rassemblée jusque-là. 1047 avions du Bomber Command de la RAF ont décollé du Royaume-Uni et volent en direction de la ville allemande de Cologne. C'est l'opération Millennium, le premier raid des 1000 bombardiers, et un tournant dans la guerre de bombardement sur le continent. Jamais encore le ciel nocturne d'Europe n'avait été aussi chargé d'avions alliés. Une véritable autoroute de machines de guerre avançant par vagues successives. Les appareils ont commencé à décoller depuis 53 bases de bombardiers de la RAF, réparties dans l'est de l'Angleterre 2 heures avant l'attaque. Les 6000 aviateurs qui participent à l'opération se doutent qu'il se prépare quelque chose de grand, mais ils entrent dans les salles de briefing sans savoir qu'ils vont prendre part au plus vaste raid de bombardiers de l'histoire jusqu'à ce moment-là. Pourtant, sur les cartes étalées sur les tables, une ville ressort clairement, Cologne. Dans les bases, les commandants s'adressent à leurs hommes pour leur annoncer qu'ils vont bombarder une ville allemande avec plus de 1000 avions. Les aviateurs restent silencieux pendant quelques minutes, puis la salle éclate de joie. Tous savent qu'ils sont sur le point d'entrer dans l'histoire militaire. De leur côté, les observateurs américains présents sont impressionnés par l'ampleur de l'attaque. Jusque-là, aucune force aérienne n'avait tenté quelque chose de comparable. L'ordre du jour déclare « Menez votre attaque jusqu'à votre objectif précis avec la plus grande détermination et résolution, sachant d'avance que si chacun d'entre vous réussit, le coup le plus bouleversant et le plus dévastateur aura été porté au cœur même de l'ennemi. Frappez fort, en pleine mâchoire. » À peine 3 mois avant ce raid, le Bomber Command de la Royal Air Force traversait une profonde crise. Malgré quelques succès isolés en France occupée et sur certains objectifs en Allemagne, la force de bombardement avait à peine d'influence sur le cours de la guerre. Des résultats aussi médiocres avaient terni la réputation du Bomber Command, auquel on reprochait d'être trop coûteux et trop risqué.
Une étude du ministère de l'Air avait montré qu'à peine un tiers des avions britanniques atteignaient la zone des objectifs. Pire encore, parmi ce tiers, seul un autre tiers parvenait à larguer ses bombes dans un rayon de 5 miles autour du point visé. Cela signifiait qu'un bombardier sur 10 seulement frappait réellement la zone prévue. En d'autres termes, pour infliger des dégâts symboliques à l'ennemi, on sacrifiait des centaines de vies. Le destin du Bomber Command change toutefois le 22 février 1942, quand le maréchal de l'air Arthur Harris en prend la tête. En arrivant au commandement, Harris rencontre son nouveau adjoint, le maréchal de l'air Robert Sandby. Celui-ci l'informe que le Bomber Command ne dispose que de 378 bombardiers opérationnels. Harris est horrifié par ce chiffre, qu'il juge plus proche du niveau de 1939 que des besoins actuels de la guerre. Sandby lui explique que l'amirauté et le ministère de la guerre envisagent de répartir la force de bombardiers, en envoyer une partie en Méditerranée, une autre au Coastal Command et le reste en Union soviétique dans le cadre du programme de pré-bail. En d'autres termes, le Bomber Command est sur le point d'être démantelé et dispersé. Mais Harris est convaincu que la puissance aérienne, à elle seule, peut gagner la guerre. Il défend l'idée d'amener la guerre en Allemagne de la même manière que la Luftwaffe l'a portée au Royaume-Uni et dans d'autres pays. C'est dans ce contexte qu'il prononce sa célèbre phrase « Les nazis sont entrés dans cette guerre avec l'idée assez enfantine qu'ils allèrent bombarder tout le monde et que personne ne les bombarderait eux. Ils ont semé le vent, ils vont maintenant récolter la tempête. » Avant de pouvoir tenir cette promesse, Harris doit toutefois convaincre le gouvernement britannique de lui fournir les moyens nécessaires pour mettre l'Allemagne à genoux. Le plan de Harris consiste d'abord à remonter le moral au sein du Bomber Command. Ses prédécesseurs pensaient que de petites formations de bombardiers pouvaient attaquer de jour, avec précision, des usines et des objectifs industriels sans escorte de chasseurs. Après avoir constaté les pertes énormes que cela avait entraînées, Sandby comme Harris considèrent cette stratégie comme une erreur. Ils décident alors de changer d'approche. Le Bomber Command va intensifier une campagne de bombardement stratégique de zone visant directement l'économie de guerre allemande. Cologne est choisie comme objectif parce que c'est un centre industriel et économique important, mais aussi parce que la ville se trouve relativement près de la côte et du Rhin, ce qui la rend facile à localiser de nuit. Des groupes renforcés de 100 à 250 bombardiers mènent des attaques nocturnes sur des zones entières d'Essen, de Lübeck et de Rostock. Toutes ces opérations servent de répétition générale à ce qui deviendra la première tempête des 1000 bombardiers. La ville d'Essen échappe à des dégâts vraiment graves, mais Lübeck et Rostock sont très durement touchés. Malgré cela, ces succès ne suffisent pas à convaincre le ministère de la guerre, qui continue de penser que le Bomber Command devrait, en substance, être dissous. Beaucoup de hauts gradés estiment que ces raids ne justifient pas l'énorme coût en avions, en carburant et en vies humaines. Heureusement pour Harris, le Premier ministre Winston Churchill s'oppose à cette idée et continue de soutenir le Bomber Command. Il y voit un outil politique et psychologique, en plus d'un instrument militaire. Une manière de montrer à la population britannique que le Royaume-Uni ne se contente pas de résister, mais qu'il est aussi capable de riposter. Mais le temps joue contre lui, et Harris doit prouver rapidement que sa force aérienne est utile pour gagner la guerre. Le Bomber Command a besoin d'une grande victoire qui change l'opinion générale et démontre que ces bombardiers peuvent jouer un rôle décisif. Il faut organiser un raid spectaculaire, assez puissant pour rayer de la carte un objectif important. Quelque chose qui frappe l'imagination du public. Avec cette idée en tête, Harris conçoit un plan gigantesque. 1000 bombardiers au-dessus de l'Allemagne. Sandby se charge immédiatement des calculs et conclut qu'un raid avec 1000 bombardiers est possible, mais seulement si le Bomber Command obtient un soutien suffisant du cabinet de guerre. L'opération aurait un double objectif: terroriser les Allemands et convaincre le gouvernement et l'opinion publique britannique que le Bomber Command est utile et mérite d'être maintenu. Harris informe Churchill. Le Premier ministre s'enthousiasme pour le projet et donne le feu vert. Jusqu'alors, le plus grand raid aérien de l'histoire avait été un bombardement de la Luftwaffe sur Londres l'année précédente, avec environ 500 avions. Personne n'avait encore tenté d'envoyer 1000 bombardiers en une seule nuit. C'était un saut quantitatif, mais aussi symbolique.
En mai 1942, cependant, le Bomber Command ne dispose que d'environ 400 bombardiers opérationnels. En empruntant des avions au Coastal Command et aux unités d'entraînement, on peut toutefois atteindre un peu plus de 1000 appareils. Sir Philip Zuber, du Coastal Command, cède environ 250 bombardiers et les Operational Training Units 81 et 82 apportent plus de 300 appareils, la plupart pilotés par des instructeurs, même si certains sont confiés à des pilotes encore en phase avancée de formation. La plupart de ces hommes n'ont encore jamais volé en situation de combat réel. À la mi-mai, le Bomber Command est parvenu à rassembler plus de 1000 avions pour le raid. À ce stade, le Bomber Command est une force véritablement internationale, avec des équipages canadiens, australiens, néo-zélandais, polonais et issus d'autres pays occupés. Chaque uniforme raconte une histoire différente, mais tous partagent la même mission. Une fois atteint le nombre magique de 1000 bombardiers, la date de l'opération Millennium est fixée pour la nuit du 27 mai. Il ne reste plus qu'à espérer que le temps, la chance et la navigation seront au rendez-vous. Deux problèmes surgissent pourtant juste avant l'attaque. L'amirauté britannique refuse de continuer à prêter les avions du Coastal Command, ce qui fait chuter le nombre total de presque 1100 appareils à environ 800 bombardiers. Pour combler ce manque, Harris et Sonby s'empressent de puiser dans les réserves des escadrons, faisant remonter le total à près de 900. Dans le même temps, Sonby assouplit aussi les règles. Il autorise l'intégration d'équipages encore en formation, à condition que leurs instructeurs estiment qu'ils sont prêts pour le combat. Pendant ce temps, les équipes au sol travaillent sans relâche pour réparer les avions endommagés et remettre en service des appareils jusque-là hors d'usage. Hangar après hangar, mécaniciens et techniciens changent des pièces, règlent les moteurs et vérifient les systèmes électriques pour tirer parti du moindre bombardier encore utilisable. Le deuxième problème vient de la météo. Le matin du 27 mai, des orages et une couverture nuageuse dense au-dessus de l'Allemagne obligent à repousser l'opération au lendemain. Un nouveau mauvais temps provoque deux autres reports, car il est essentiel que le ciel soit dégagé pour réduire le risque de collision et offrir aux équipages novices les meilleures chances de survivre à leur première mission. Chaque report fait monter la tension. Les hommes ont mémorisé la route, l'objectif et les points de navigation et doivent tout recommencer encore et encore. Pour ne pas éveiller les soupçons du haut commandement allemand, Harris ordonne des attaques plus petites contre des objectifs en France la nuit du 29 mai. Finalement, le 30 mai, le temps s'améliore suffisamment pour lancer le raid. En prime, ces jours de retard ont permis d'ajouter davantage d'avions et d'équipages à l'opération. Au matin du 30, le Bomber Command a réussi à rassembler 1047 avions pour l'attaque. Mais à côté de la force principale, des missions d'intrusion sont également prévues en soutien. Outre l'aérodrome de la Luftwaffe à Gilserigen, 88 appareils, Bristol Blenheim, Havoc Mercury, Boston et chasseurs Hurricane à long rayon d'action attaquent 10 bases de chasseurs de nuit aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Bien que seulement 3 avions soient perdus dans ces attaques, les dégâts infligés restent limités et aucune de ces bases n'est mise hors service. Elles remplissent néanmoins leur rôle. Elles obligent les Allemands à disperser leurs ressources et à maintenir leur défense en alerte toute la nuit. Juste derrière ces intrus arrive la force principale de bombardiers, qui doit voler directement au cœur des défenses aériennes allemandes. L'axe de ce dispositif est la fameuse ligne Kammhuber, une série de secteurs de chasse nocturne qui s'étend de la frontière danoise jusqu'au sud de la vallée de la Ruhr. La ligne est soutenue par un vaste réseau de stations radars, de batteries d'artillerie anti-aérienne, de projecteurs et de centres de contrôle qui coordonnent les chasseurs de nuit de la Luftwaffe. Il s'agit d'une défense en profondeur qui, jusque-là, a très bien fonctionné, réduisant considérablement l'efficacité des incursions précédentes de la RAF au-dessus du territoire allemand. Pour tenter de franchir la ligne Kammhuber, l'opération Millennium adopte une tactique nouvelle, le courant de bombardiers, Bomber Stream. Lors des attaques précédentes, on utilisait rarement plus de 200 avions, qui volaient habituellement assez espacés les uns des autres. Cette fois, les bombardiers vont former une sorte de colonne beaucoup plus compacte, concentrant le plus grand nombre possible d'appareils au-dessus de l'objectif en un minimum de temps.
La radionavigation et les nouveaux systèmes d'aide comme le système G permettent de mieux coordonner cette marée d'avions dans l'obscurité. Comme les canons antiaériens et les chasseurs de nuit ne peuvent tirer ou décoller qu'à un rythme limité, si l'on concentre beaucoup plus d'avions en moins de temps, une proportion moindre d'entre eux pourra être attaquée à la fois. Des études détaillées menées par les stratèges de la RAF indiquent que cette tactique devrait réduire sensiblement les pertes, même si elle augmente le risque de collision en vol. C'est un pari calculé. Concentrer le danger sur quelques heures pour saturer complètement les défenses allemandes et frapper Cologne avec une puissance encore jamais vue. En tête du courant de bombardiers se trouvent les bimoteurs Vickers-Wellington et les bombardiers lourds Short Sterling des groupes 1 et 3. Ces avions embarquent la technologie la plus avancée de la RAF, le système de radionavigation G. À l'origine, ce système avait été conçu pour aider les avions à atterrir à l'aveugle de nuit, mais il a ensuite été adapté comme outil de navigation pour les bombardements nocturnes. Le système G fonctionne en mesurant la différence de temps entre deux signaux radio reçus par l'appareil en vol. En ajustant ces signaux, le navigateur peut tracer sur la carte des lignes qui se croisent et localiser ainsi avec une grande précision la position de l'avion, avec une marge d'erreur de quelques centaines de mètres seulement, même à des distances allant jusqu'à environ 350 miles. Grâce à cela, les avions équipés du G peuvent trouver leur cible en pleine nuit, même si la côte ou les fleuves ne sont pas visibles. Les avions dotés du G des groupes 1 et 3 volent depuis le passage de la Manche à travers des nuages très denses, et les équipages commencent à être nerveux. Cette épaisse couche de nuages les a en grande partie protégés de l'artillerie antiaérienne et des chasseurs de nuit ennemis. Mais le succès de l'opération dépend d'un ciel dégagé au-dessus de Cologne. Sans cela, toute l'offensive pourrait échouer. Rassembler 1000 avions ne sert à rien si la plupart sont obligés de larguer leurs bombes à l'aveuglette. L'avant-garde approche de l'objectif lorsque, enfin, les nuages se déchirent et laissent apparaître la vallée de la Ruhr et le Rhin en contrebas. La ligne sombre du fleuve se dessine comme une immense flèche naturelle pointant vers la ville. Le Wing Commander John MacDonald et le squadron leader Gilmore mènent la formation aux commandes de 2 bombardiers Stirling lorsque Cologne apparaît en vue. L'artillerie antiaérienne allemande s'active et commence à tirer, mais ces tirs sont dispersés et peu efficaces. Les défenseurs ne se sont pas encore rendus compte de l'ampleur réelle de l'incursion. MacDonald et Gilmore sont des pilotes chevronnés, choisis précisément pour cette tâche extrêmement dangereuse. Leur mission, en tête de la première vague, consiste à marquer la zone de Neumarkt, dans la vieille ville de Cologne, à l'aide de bombes incendiaires. Les incendies qu'ils provoqueront serviront de repères visuels pour permettre au reste du courant de bombardiers de mieux viser leurs propres objectifs dans la ville. Dans la hiérarchie du raid, ce sont les illuminateurs, ceux qui doivent allumer la cible dans l'obscurité. À 0h47, MacDonald et Gilmore identifient le point de visée au centre urbain sous leurs ailes et larguent leur paquet de petites bombes incendiaires de 4 et 20 livres. Cette munition est légère mais très nombreuse, conçue pour déclencher de multiples foyers d'incendie. Les 2 pilotes savent qu'ils ont la mission la plus importante de toute l'opération. Si eux ratent leur objectif, la marée de bombardiers qui suit risque de se disperser et le coût des 1000 avions se réduirait à un simple bombardement de plus. Tandis que leurs Stirling s'éloignent de la lueur naissante des premiers foyers, derrière eux, dans l'obscurité, des centaines d'équipages ajustent leur cap en direction de ce même point lumineux au cœur de Cologne. Pendant le briefing précédent le raid, on avait prévenu les équipages qu'ils ne devaient en aucun cas larguer leurs bombes incendiaires sans être absolument sûrs d'avoir correctement identifié le point de visée. Si les premières bombes sont imprécises, les 1000 avions suivants manqueront eux aussi leur cible. Les navigateurs se répètent donc cette phrase dans leur tête, encore et encore, tout en scrutant leurs cartes et leurs chronomètres. Ils savent qu'une seule erreur de leur part peut faire dériver l'ensemble du courant de bombardiers. Les auxiliaires de la DCA allemande sont au courant eux aussi de ce point crucial, et c'est pourquoi ils allument de faux incendies dans des champs vides à plusieurs kilomètres de la ville, dans l'espoir de tromper les bombardiers. Mais l'astuce ne fonctionne pas. La visibilité est bonne, et MacDonald et Gilmore peuvent distinguer nettement les boulevards périphériques de Cologne, les voies de tramway et l'énorme cathédrale, sans compter la lumière de la pleine lune.
La silhouette des tours de la cathédrale se détache comme un repère parfait au milieu de la mer de toits sombres. L'avant-garde de cette force de bombardement incendiaire place ses bombes exactement sur l'objectif. Et bientôt, une lueur rougeâtre commence à se lever depuis le centre de Cologne. Pour causer un maximum de dégâts dans la ville, le Bomber Command utilise une tactique à la fois très meurtrière et très efficace. On commence par larguer des bombes incendiaires qui servent de signal aux vagues suivantes. Puis viennent les bombes explosives de gros calibre qui détruisent les bâtiments les plus solides, mais soufflent aussi portes, fenêtres et murs, permettant à l'air de mieux circuler à l'intérieur des structures. Cela prépare le terrain pour la dernière vague, encore plus mortelle, qui largue de nouvelles bombes incendiaires, alimentant des feux bien plus intenses grâce à cet apport supplémentaire d'oxygène. En théorie, tous ces incendies devraient vraiment se rejoindre et devenir si violents qu'ils se transforment en ce qu'on appelle une tempête de feu. Un phénomène auto-alimenté, sorte d'immense tourbillon de flammes entretenu par l'air aspiré en continu. Si elle se déclenche, une tempête de feu peut détruire une ville entière, faire fondre l'asphalte, arracher les toitures et transformer les rues en tunnels de vent brûlant. C'est précisément ce que recherchent les planificateurs de la Royal Air Force. Les Wellington et Sterling de la force incendiaire continuent d'attaquer leur objectif pendant que les projecteurs allemands fouillent le ciel pour les repérer. Les équipages de la Royal Air Force constatent que la défense ennemie semble agir dans la panique et la confusion. Les faisceaux des projecteurs se croisent sans coordination, la DCA tire trop haut ou trop bas et les chasseurs de nuit mettent du temps à arriver. Jusqu'ici, la tactique du courant de bombardier semble fonctionner comme prévu. Certains avions sont abattus, mais la grande majorité parvient à larguer ses bombes et à virer vers le sud pour quitter la zone de l'objectif. Quelques équipages qui se sont écartés de la formation ou qui ont dû en sortir à cause de turbulences désobéissent aux ordres et bombardent la ville depuis n'importe quelle direction par laquelle ils parviennent à l'approcher. Ils préfèrent enfreindre le protocole plutôt que de rentrer avec leur chargement intact. Pourtant, avec autant d'avions traversant le ciel dans tous les sens, c'est presque un miracle qu'il ne se produise qu'une seule collision en vol. Après 15 minutes d'attaque sur l'objectif, la première vague a terminé sa mission et commence à descendre pour entamer le retour. Au total, 750 tonnes de bombes ont été larguées sur Cologne. La formation met cap au sud, puis vire à nouveau vers le Royaume-Uni en passant au-dessus de Skirchen, tandis qu'au loin, derrière elle, la lueur de la ville bombardée témoigne de l'ampleur du coup qui vient d'être porté. Mais le bombardement n'est pas terminé. Tandis que le premier groupe rentre, la deuxième vague, la force principale du raid, approche derrière lui. Les bombardiers du groupe numéro 5 et de l'Operational Training Unit 91 ont ordre de viser le Volksgarten, à environ 1 mile au sud des incendies de Neumarkt. Les avions du groupe numéro 4 et de l'Operational Training Unit 92, eux, doivent bombarder la gare principale de Cologne, un nœud clé du réseau logistique allemand. Cette deuxième vague est composée d'unités Avro-Manchester, Handley Page Hamden, Armstrong Whitworth Whitley et Vickers Wellington. Au total, plus de 500 avions. C'est un mélange de modèles anciens et plus modernes, certains presque obsolètes, mais qui, cette nuit-là, font tous partie de la même horde de métal avançant vers le Rhin. Les Avro Manchester du groupe numéro 5 sont des appareils lourds et peu fiables. Leslie Manser en pilote un, mais son avion commence à avoir des problèmes. Malgré ses efforts, Manser n'arrive pas à faire monter son appareil au-delà de 7000 pieds. L'équipage commence à être très nerveux, mais le pilote refuse d'abandonner la mission. Sous les explosions de la DCA qui éclatent tout autour, il zigzague et parvient à atteindre la zone de l'objectif pour larguer ses bombes. Une explosion secoue pourtant l'appareil. La DCA allemande a arraché les portes de la soute à bombe et endommagé le moteur gauche. L'Avro Manchester perd plus de 6000 pieds d'altitude avant que Manser ne parvienne à reprendre le contrôle. Manser est déterminé à ne pas laisser son équipage finir prisonnier de guerre et se met sur la route du retour, espérant pouvoir amérir dans la Manche si nécessaire. Il sait que son avion est mortellement atteint, mais il continue de tirer sur les commandes, essayant de gagner chaque mètre possible vers la maison. Pendant ce temps, les équipages tout juste sortis de formation s'en tirent étonnamment bien. Les lancer au combat sans avoir achevé leur instruction représentait un pari énorme.
Si les pertes avaient été trop élevées, l'avenir du Bomber Command aurait été gravement compromis. Beaucoup de ces pilotes n'avaient pratiqué que des attaques simulées au-dessus des terrains d'exercice. Les voilà désormais au-dessus d'une vraie ville, en proie au feu et aux éclats d'obus. Les Operational Training Units 91 et 92 font preuve d'une précision plutôt honorable. Il faut dire aussi que les escadrilles de première ligne, avec des pilotes chevronnés, ouvrent et ferment le courant de bombardiers, laissant aux escadrons d'entraînement une position plus protégée au centre. Cette formation offre aux novices de meilleures chances de survivre à leur première mission. La colonne de bombardiers poursuit sa destruction, larguant encore 450 tonnes de bombes. L'attaque de la RAF est si massive qu'elle submerge les défenses aériennes allemandes. De nombreux avions atteignent leur objectif sans rencontrer beaucoup d'opposition. Pour les hommes dans les cockpits, la ville en flammes sous leurs pieds est la preuve tangible que, pour la première fois, le plan de Harris fonctionne exactement comme prévu. Curieusement, 5 minutes après l'arrivée de la deuxième vague au-dessus de Cologne, le feu anti-aérien cesse et les projecteurs s'éteignent. Les aviateurs britanniques craignent que cela n'annonce l'arrivée de chasseurs de nuit de la Luftwaffe. Mais ils n'en aperçoivent que 2 ou 3 au-dessus de la ville. En réalité, il y a eu une panne de coordination. Les contrôleurs au sol de la Luftwaffe ont refusé l'autorisation de décollage aux escadrons de chasseurs de nuit. La raison de cette confusion n'est pas encore totalement claire, mais il semble que les unités de défense anti-aérienne autour de Cologne avaient été informées de la présence de chasseurs de nuit amis dans la zone. Elles ont donc cessé de tirer juste au moment où la vague la plus puissante de bombardiers commençait à frapper la ville. Pendant ces minutes cruciales, Cologne est restée pratiquement sans défense face au courant de bombardiers. Au sol, la situation est chaotique. La population civile allemande n'a encore jamais subi un raid d'une telle ampleur et les pompiers sont complètement débordés par l'afflux d'appels au secours. Des centaines de personnes restent coincées dans des abris anti-aériens et les secourir devient extrêmement difficile à cause des canalisations d'eau et de gaz éventrés, ainsi que des montagnes de gravats qui obstruent les rues. Beaucoup de brigades ne peuvent même pas atteindre les incendies. Elles doivent d'abord se frayer un chemin à travers les câbles tombés, les cratères et les bâtiments à moitié effondrés. L'attaque principale des bombardiers se termine vers 2 heures du matin, laissant place à la 3e et dernière vague d'avions de la Royal Air Force, composée de 109 bombardiers lourds, Handley Page Halifax et 68 Avro Lancaster, qui deviendront plus tard les armes principales de la campagne de bombardement. Pour beaucoup de ces appareils, Cologne ne sera que le premier chapitre d'une longue liste de villes. Les instructions du haut commandement indiquent que les Halifax doivent se diriger vers le nord, près de la gare de marchandises, tandis que les Lancaster se sépareront pour attaquer des objectifs au sud, dans le Volksgarten. Même s'ils sont moins nombreux, ce sont ces bombardiers lourds qui transportent la charge de bombes la plus puissante de toute l'opération. Les Halifax emportent 4 bombes de 1000 livres, en plus de bombes incendiaires, et de nombreux Lancaster transportent les énormes bombes Blockbuster de 4000 livres. Ces bombes laissent des cratères gigantesques, si vastes qu'on les distinguera clairement lors de raids ultérieurs sur Cologne. Les dernières vagues de bombardiers ont reçu l'ordre d'attaquer les zones de la ville qui ne brûlent pas encore, afin de provoquer un maximum de destruction. Cologne échappe cette fois à une véritable tempête de feu grâce à ses larges avenues, qui empêchent les incendies de se rejoindre facilement, et grâce aussi au travail remarquable des pompiers qui interviennent sans relâche, parfois à quelques mètres seulement de bombes encore non explosées. Cette combinaison d'urbanisme et de courage humain empêche la ville d'être littéralement rayée de la carte. Il n'empêche qu'une colonne de fumée noire s'élève jusqu'à environ 15 000 pieds et reste suspendue au-dessus de Cologne pendant plusieurs jours, au point d'empêcher les avions de reconnaissance britanniques de photographier clairement les dégâts. Les bombardements se poursuivent jusqu'à 2h34, moment où le Halifax du squadron leader Willie Tate, du 10e squadron, est le dernier à attaquer officiellement la ville. Au total, la Royal Air Force a largué 1455 tonnes d'explosifs sur Cologne, dont les 2 tiers sont des bombes incendiaires. Certains avions en retard ajoutent encore un peu de destruction durant le reste de la nuit. Mais malgré ces arrivées tardives, la plupart des appareils ont réussi à localiser et à frapper Cologne dans la fenêtre de 90 minutes que Harris et Sonby avaient prévue.
Du point de vue du Bomber Command, l'opération est un succès tactique. Les chasseurs de nuit de la Luftwaffe obtiennent néanmoins quelques succès en attaquant le courant de bombardiers sur le chemin du retour vers l'Angleterre. Les avions endommagés ou distancés sont pris en chasse par des Bf-110 et des Ju-88 allemands qui rôdent dans l'obscurité. Un Ju-88 croise presque la route du Halifax piloté par Robert Pluth, en le frôlant dans le sens opposé. Le chasseur allemand décrit un large virage et fonce à l'attaque, ouvrant le feu avec ses canons et ses mitrailleuses. Le mitrailleur arrière, Paddy Todd, riposte, mais il distingue à peine le Ju-88 dans la nuit. La lunette de visée de sa mitrailleuse est détruite, mais Todd est indemne et continue de pointer l'arme tant bien que mal, tirant presque à l'aveugle, guidé seulement par les éclairs des canons ennemis. Lorsque le pilote allemand s'approche à moins de 200 yards, Todd tire une rafale et parvient à enflammer l'avion ennemi, qui plonge en flammes dans l'obscurité de la mer du Nord. Bien qu'il ait perdu 2 moteurs pendant l'attaque, l'officier pilote Robert Pluth réussit à ramener son Halifax à la base sans qu'aucun membre de l'équipage ne soit blessé. L'avion atterrit quasiment en planée, les 2 moteurs restant à la limite de la panne, mais suffisamment pour lui permettre de se poser. Pendant ce temps, le Manchester, déjà bien mal en point de Leslie Manser, est parvenu à atteindre la Belgique, mais l'appareil peine à rester en l'air. Manser essaie de gagner un peu d'altitude, jusqu'à ce que le moteur gauche, déjà endommagé, surchauffe et prenne feu. L'équipage se prépare à sauter en parachute lorsque Manser donne l'ordre d'utiliser l'extincteur et d'attendre que le feu s'éteigne. Les hommes restent donc à leur poste, s'attendant presque à tout instant à une explosion susceptible de les tuer. Mais, contre toute attente, le feu finit par s'éteindre, leur offrant un sursis. Malgré tout, le Manchester est quasiment incontrôlable, et le moteur droit commence lui aussi à surchauffer. L'équipage comprend alors que sa survie dépendra de décisions prises minute après minute, alors que la nuit se referme complètement autour d'eux. Alors que le bombardier est sur le point de décrocher, Manser ordonne à son équipage de sauter. Son copilote, les Bev et Stock, vérifie que tout le monde a quitté l'appareil, puis revient pour aider Manser à mettre son parachute. Mais le pilote le repousse et lui ordonne de sauter. Baveistock se jette par la trappe avant et se rend compte qu'ils ne sont qu'à moins de 200 pieds du sol. Il ouvre son parachute in extremis avant de tomber dans un fossé inondé près du village de Brie, dans l'est de la Belgique. De là, il voit le Manchester agonisant s'écraser à une centaine de mètres. Manser est tué dans l'impact, mais le reste de l'équipage survit, et 5 d'entre eux réussissent à échapper à la capture et à regagner le Royaume-Uni grâce à l'aide de la résistance locale et de réseaux d'évasion. Leslie Manser recevra la Victoria Cross à titre posthume pour son courage. Sa décision de rester aux commandes jusqu'à la dernière seconde a fait la différence entre un équipage perdu au complet et 6 camarades qui ont pu rentrer chez eux. Pendant ce temps, les derniers bombardiers rejoignent leur base au moment où l'aube commence à poindre sur l'Angleterre. L'opération Millennium, le plus grand raid aérien de l'histoire jusqu'alors, est terminée. Un succès éclatant. Sur les 1048 avions qui ont décollé pour participer à l'opération, la RAF estime qu'au moins 898 ont trouvé et bombardé Cologne. 15 bombardiers ont dû se dérouter pour attaquer d'autres cibles dans la vallée de la Ruhr. Alors que Churchill était prêt à annoncer la perte de plus de 100 appareils, la RAF ne perd finalement que 43 avions cette nuit-là, soit 3,9%, bien moins qu'attendu. Fait notable, les équipages des Operational Training Units enregistrent même un taux de perte un peu plus faible, environ 3,3%. 28 aviateurs de la RAF sont tués lors de l'opération et 230 autres sont portés disparus. Le raid devient le coup de propagande qu'Harris espérait. Churchill ne cesse de le féliciter pour ce succès, en déclarant que Cologne n'a été qu'un avant-goût de ce qui attend l'Allemagne, ville après ville. Contrairement aux prévisions des stratèges britanniques, l'attaque ne déclenche pas de tempête de feu, si bien que seulement près de 500 personnes trouvent la mort au sol et un peu plus de 5000 sont blessés. Malgré tout, environ 145 000 habitants doivent quitter la ville industrielle de Cologne dans les jours suivants, soit près de 21% de sa population. 3 jours plus tard, le journal de la ville affirme gravement que les survivants sont pleinement conscients qu'ils viennent de dire adieu à leur Cologne, tant les destructions sont énormes
et une partie importante du caractère et des traditions de la ville perdues à jamais. Ce ne sont pas seulement des bâtiments qui ont disparu, des cafés, des commerces familiaux, des églises de quartier, des souvenirs d'enfance, des coins de rue du quotidien qui structuraient la vie de ses habitants ont été effacés. La ville est gravement endommagée. Environ 2500 foyers d'incendie distincts ont transformé les quartiers résidentiels, commerciaux et industriels en tas de gravats fumants. Environ 54 000 bâtiments sont endommagés et plus de 16 000 sont complètement détruits, qu'il s'agisse de logements, de commerces ou d'installations industrielles. La dévastation est immense et les villes voisines doivent envoyer des ressources pour participer aux opérations d'urgence et à la reconstruction. Le haut commandement allemand est obligé d'investir d'importants moyens dans le renforcement de ses défenses anti-aériennes et dans l'augmentation de la production de chasseurs de nuit, des ressources dont il a pourtant cruellement besoin sur d'autres fronts. La moralité de cette action fait cependant l'objet de débats. D'un point de vue militaire, le raid est une grande victoire qui frappe durement l'effort de guerre allemand, détruisant une ville industrielle qui produisait une grande quantité de matériel et de fournitures militaires, ce qui oblige à détourner encore plus de ressources d'autres zones. Mais du point de vue humain, il laisse une question inconfortable pour beaucoup. Quel est le prix acceptable d'une victoire lorsque le champ de bataille est une ville pleine de civils? En 1942, la Royal Air Force mènera 2 autres raids de 1000 bombardiers, cette fois contre Brême et Essen. Les pilotes du Bomber Command continueront d'attaquer l'Allemagne avec une extrême dureté jusqu'à la fin de la guerre. Beaucoup d'entre eux ont un peu plus de 20 ans, et certains n'atteindront même jamais cet âge. Pour eux, la nuit, le bruit des moteurs et la lueur lointaine des villes en flammes deviennent partie intégrante de leur quotidien. L'opération Millennium n'a duré qu'une nuit, mais la campagne de bombardement stratégique va croître de manière exponentielle au cours des 2 années suivantes. Ce qui avait commencé comme une sorte d'expérience avec 1000 avions va se transformer en une machine de destruction presque continue, avec des attaques massives semaine après semaine contre les centres industriels, ferroviaires et urbains de tout le Troisième Reich. Dans le même temps, le Bomber Command va perfectionner ses méthodes, de meilleures aides à la navigation, de nouveaux modèles de bombardiers lourds et des unités spécialisées pour marquer les objectifs avec des fusées éclairantes, comme le fameux Pathfinder Group, groupe des marqueurs d'objectifs. Au cours d'une offensive continue baptisée Opération Gomorrhe, étalée sur 4 nuits et 3 jours de juillet 1943, le Bomber Command, travaillant de concert avec la 8e Air Force américaine, en plein essor, va dévaster la ville portuaire de Hambourg. Là, une véritable tempête de feu se déclenchera. Un ouragan de flammes et de vent qui rasera des quartiers entiers et tuera des dizaines de milliers de personnes en quelques heures. Gomorrhe démontrera la puissance maximale de la doctrine du bombardement de zone, ainsi que son visage le plus terrifiant. Mais si tu veux en savoir plus sur l'enfer qui s'est abattu sur Hambourg, tu peux regarder nos vidéos. Et si notre contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.